Bonjour et bienvenue à la conférence de Caravanier. Ce midi, la conférence, c'est sur l'Andalousie et le Pays Basque. Puis c'est moi qui vous la présente. Je vais essayer de tenir ça en 1 heure. Donc, on est deux au bureau à s'occuper de l'Europe. Moi, c'est Julie, vous me voyez là avec la tuque sur la tête. Euh, j'ai coupé les cheveux depuis. Je suis la responsable des voyages en Europe et mon acolyte Alexandre, c'est à lui que vous parlez si vous avez une question sur un voyage, si vous voulez vous inscrire, c'est à lui que vous parlez au bureau et qui va vous donner toutes les informations. Quand aucun des deux ne sont présents, vous pouvez parler à d'autres membres de l'équipe. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait les voyages en Europe dont je vais vous parler, donc vous n'hésitez pas à leur parler aussi. Je vous donne quelques mots rapides sur Caravanier, mais ce midi, on n'a pas vraiment le temps pour bien vous expliquer en profondeur toutes nos actions, puis qui on est. Sachez que Caravanier existe depuis 1998. Ça commence à faire. C'est une entreprise québécoise. Et on est au bureau, on est peut-être une petite douzaine au bureau, dont la moitié qui guide aussi en partie sur le terrain une partie de l'année. Donc on est quasiment jamais tous présents en même temps au bureau. Et en plus de ça, on a toute une équipe de guides qui sont lancés sur tous les continents selon selon les mois. Et donc vous en voyez certains en photo. Il y a toujours un chien dans les bureaux de Caravanier. Là, c'est le mien, mais parfois, c'en est d'autres. Mais là, sur la photo, j'ai mis le mien. C'est mon bras droit. Bien sûr, hop, voilà. Caravanier, on essaie vraiment de faire les plus beaux voyages qui soient. Et pour ça, on vous demande de vous faire confiance sur l'itinéraire. Puis je vais en parler, je vais vous expliquer nos choix, pourquoi on a décidé d'aller dans tel village, comment on fait pour monter un itinéraire. Mais ce qu'on aimerait vraiment, là où on serait extrêmement fiers, c'est que vous nous fassiez donc confiance les yeux fermés, ce que je disais, mais surtout que vous nous choisissiez pour nos valeurs et pour les actions environnementales qu'on a mis en place. Depuis longtemps, Caravanier a instauré, systématisé la compensation carbone, donc de l'émission de gaz à effet de serre via Planétaire. Nous sommes membres, très fiers d'être membres du mouvement 1% pour la planète. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous invite en fait à aller voir sur Internet. Euh, C'est très intéressant et c'est très positif. Et puis, si jamais vous travaillez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, essayez d'y adhérer aussi, pourquoi pas. Et bien sûr, nous appliquons les principes sans trace. C'est extrêmement résumé. On pourrait en parler pendant 1 heure ou deux, mais pour ce midi, ça va suffire. On attaque le vif du sujet, les voyages. Les voyages en Europe, ils s'affichent progressivement. Donc là, vous voyez, donc en jaune, c'est les deux voyages dont je vous parle ce midi. Et puis en bleu, ce sont les autres voyages qu'on a en Europe. Bientôt, il va falloir élargir la carte. Donc, en jaune, au nord, le soleil jaune, c'est le Pays Basque. Au sud, c'est l'Andalousie. Mais si vous regardez donc tout en bas à gauche de la carte, vous avez les Canaries. Un petit peu plus haut, vous avez le Portugal. J'en reviens juste. Il y a la Sardaigne, la Grèce continentale, la Crète qu'on propose depuis le début des années 2000, donc un voyage vraiment très bien rodé, le Monténégro, donc tout ça, c'est des voyages qui existent depuis plusieurs années déjà. Les conférences vont sortir bientôt. Je devrais les donner nous devrions les donner à la fin du mois. Et donc fin novembre, début décembre, les conférences sur tous ces voyages-là. Et remarquez ce petit soleil avec deux flèches qui partent, c'est parce qu'il va falloir que j'agrandisse la carte, parce qu'en 2025, on vous propose deux nouveautés, l'Irlande et la Norvège. La Norvège, il y aura du camping. Euh, les guides vont présenter ces voyages-là. À la fin du mois, on est en train de décider de la date. Donc, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux, sur nos infolettres. Vous pourrez vous inscrire si jamais ça vous tente. On va parler dans les prochaines semaines donc d'un peu de tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire aux conférences ou à nous appeler. Une constante dans la plupart de nos voyages en Europe, en tout cas dans les deux dont je vous parle ce midi, c'est le confort. Donc avant même de vous parler de l'itinéraire, je veux
passer à travers cette idée de confort. Nous avons 5 niveaux de confort chez Caravanier, et puis ça va de la Dolce Vita jusqu'au Spartiate. Nous, les 2 voyages dont je vous parle, c'est la Dolce Vita. Ce qu'on entend par Dolce Vita, c'est que déjà, il y a pas de camping. Parfois, on peut aller dormir, dans des refuges ou, chez l'habitant, mais c'est quand même pas la majorité du temps. La plupart du temps, on est dans des chambres, 2 personnes par chambre. Si vous voyagez tout seul, on vous jumelle avec quelqu'un, du même sexe. Hem, une salle de bain privée, l'eau est censée être chaude. Le froid n'est pas un facteur vraiment, au contraire, il peut faire un petit peu plus chaud que froid dans nos voyages. Et pas vraiment d'altitude. On mange au restaurant quasiment tous les soirs. Les pique-niques sont pris. Et puis en fait, l'ambiance vraiment qu'on recherche, c'est qu'on a une belle journée de marche. Il y a du soleil. Le soir, quand on revient de la journée de randonnée, on se met en terrasse, on sirote un verre en regardant les papillons voler dans la lumière qui décline. C'est un petit peu ça l'idée du voyage Dolce Vita. C'est du confort, on vise jamais le luxe, on préfère le charme. Donc du confort et quand même, bah, c'est ça, la douceur de vivre qu'on retrouve beaucoup dans le bassin méditerranéen, mais pas que, donc un petit peu dans toute l'Europe et pas que d'ailleurs, on peut aussi en avoir, en Équateur, au Maroc, mais là, je vous parle de l'Europe et j'attaque sur un voyage dans lequel je ne serai pas du tout objective puisque c'est moi qui l'ai conçu, ce voyage, aidé de mes cousins et qui parle de, ma région natale, le Pays basque. Donc le Pays basque, interdiction absolue de le confondre avec les Pays-Bas, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout au même endroit. Donc le Pays basque, je vous en parle, de suite. Si je voudrais résumer en 4 images, ou comme vous donner une saveur, c'est pas vraiment résumer, c'est vous donner une saveur du voyage en 4 images. En voici la première. Je vous les commente après, la deuxième, la troisième et puis, la quatrième. Donc grosso modo, vous aurez compris, il y a je reviens en arrière maintenant, donc des belles montagnes, ce sont les Pyrénées, des belles, montagnes où pâturent des animaux en liberté. Donc ici, on a les brebis, ça peut être des vaches, ça peut être ces petits chevaux. Bon là, il y a aussi un âne qui s'appelle des potiocs, ces petits, chevaux-là. Il y a des vautours, en masse et puis, il y a cette douceur de vivre quand même. J'aurais pu aussi, mettre des photos de la nourriture et puis surtout mettre des photos de l'océan Atlantique parce que c'est un voyage dans lequel on commence dans les montagnes et petit à petit on descend jusqu'à marcher sur les falaises qui sont en bordure de l'océan Atlantique, puis d'y mettre les pieds, tant qu'à faire si, vous avez elle est jamais très chaude l'eau, donc si vous avez le courage. Où est-ce que ça se situe? Donc je vous disais, c'est interdit, absolument interdit, si vous voulez, qu'on devienne amis, de confondre le Pays basque avec les Pays-Bas. Le Pays basque, c'est un pays qui n'en est pas un, puisque c'est un territoire qui est, à cheval sur l'Espagne et la France, qui revendique sa propre culture, ça a une langue qui lui est propre, qui n'a rien à voir avec les autres langues du monde. Les linguistes ne connaissent pas l'origine du basque. C'est, vraiment des traditions qui sont très fortes, une gastronomie qui lui est propre et une fierté d'être basque, dans le peuple qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on est basque, on n'est pas français, on n'est pas un espagnol, on est basque. Un peu comme quand on est québécois, on n'est pas toujours canadien. Donc c'est un peu le même principe. Vous voyez ici le Pays basque, donc sur la grande carte, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ici. Sur la carte, on voit la frontière et donc vous voyez qu'en fait, le Pays basque est divisé en 7 provinces, pardon, 3 provinces françaises, 3 petites et 4 grandes. Donc la majorité du Pays basque se situe en Espagne. Alors quand on est puriste, parce que vraiment, il y a une grande fierté, celle-là elle est pas très nette. Il y a une grande fierté à être basque. Donc on ne dit pas le Pays basque français puis le Pays basque espagnol, on dit le Pays basque du Nord et le Pays basque du Sud, parce qu'on n'est ni français ni espagnol. Mais bon, nous, on se permet quelques incartades pour que ça soit plus simple. On triche un peu dans ce voyage parce que donc, je vous ai dit, le Pays basque, mais en fait, le tout début de notre voyage, ça je vais essayer de vous mettre une carte, mais franchement, je suis désolée, la résolution est pas très bonne. Hem, donc le Pays basque, vous voyez la région en jaune, puis en rose, ça, ce sont les 3 petites provinces basques côté nord français. Et en vert, c'est une autre région, heu,
comme voisines. Et en fait, on commence le voyage dans le Béarn, l'autre région voisine. La vallée qui est juste après celle du Pays Basque, c'est la vallée d'Aspe, parce qu'elle abrite vraiment un petit village niché dans les montagnes, dans un cirque magnifique, avec des montagnes qui sont spectaculaires et que j'aime beaucoup. Donc, c'est là qu'on va pour commencer le voyage. Ensuite, donc ici, la vallée d'Aspe, si vous voyez ma souris, on y passe 3 nuits. Ce qui est joli dans ce voyage, en fait, ce qui est très agréable dans la plupart de nos voyages en Europe, c'est que, on essaie de passer toujours 2 ou 3 nuits aux mêmes hébergements. Comme ça, on pose un peu les bagages, on se dépose un petit peu, on n'est pas tout le temps en train de courir, de refaire son sac, et cetera. Donc là, on y passe 3 nuits pour le premier, donc ici, et on va faire des randonnées spectaculaires dans la Vallée d'Aspe. Puis ensuite, on va à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un haut lieu du chemin de Compostelle. On va d'ailleurs le prendre un petit peu le chemin de Compostelle, mais par sa plus belle variante pour éviter l'asphalte, parce que le vrai chemin de Compostelle passe quand même un grand bout inintéressant, vraiment inintéressant, sur l'asphalte. Nous, on va prendre comme des chemins de traverse, puis on redescendra jusqu'à un petit village qui est à peu près par là, qui s'appelle Roncevaux. Donc une étape du chemin de Compostelle. Et puis là, on s'échappe du chemin de Compostelle. Donc ça, c'est on n'y dort qu'une nuit à Roncevaux, c'est rare. On s'échappe de Compostelle, on va dormir ici, dans ce petit bout de Pays Basque qui s'appelle les Aldudes. Puis de là, donc on va marcher, hein, tout ça. De là, on va dormir ici à Bidaraï, c'est le deuxième endroit où on ne dort qu'une seule nuit. Puis de Bidaraï, on ira là où la carte s'arrête, côté sud, donc côté espagnol, sur la côte en fait, sur le littoral espagnol, il y a San Sébastien qui est une ville espagnole donc de bord de mer, la capitale des Pinchos. Je vous en parle après des Pinchos. Et bah, l'idée c'est d'aller en fait marcher sur les falaises et voir toute la côte qui est très très belle. 2 semaines de voyage, résumé. Je recommence au début du voyage. Donc, l'hôtel, ici, c'est le premier hôtel où on s'installe. L'architecture, vu qu'on n'est pas dans le Pays Basque, mais juste à côté, si vous avez bien suivi, l'hôtel est vraiment. En fait, l'architecture est complètement différente, mais cette sensation est quand même un peu la même. C'est-à-dire que c'est un village de montagne avec des gens très traditionnels. Et surtout, c'est connu pour la randonnée. Donc, et en plus, on a la possibilité de boire un verre en terrasse. Les randonnées autour, elles sont spectaculaires. C'est là où on voit en fait, hem, dans les paysages, en fait, c'est une montagne qui est habitée partout au Pays basque, qui est utilisée depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, notamment pour faire pâturer les bêtes. Là, vous avez donc, les vaches, mais ça peut être, les brebis, ça peut être, les chevaux. Hem qui explique que les forêts sont plus bas. Là, on est au-dessus de la limite de forêt. Les animaux montent tout l'été pour y brouter et on a toute la vue sur ces montagnes qui sont hem, assez rocheuses finalement. C'est spectaculaire. Ça fait partie de mes paysages préférés, dans le coin. Il y a ces petites cabanes, ce sont les cabanes de bergers qui s'égrènent sur les chemins, donc on va passer les voir. Certains bergers font encore leur fromage, là, de manière complètement, traditionnelle, c'est sur notre chemin. Et la troisième randonnée qu'on fait dans le coin, c'est celle-ci. L'image est assez, vertigineuse, ça l'est beaucoup moins sur place, mais c'est impressionnant. Mais si vous êtes sujet au vertige, pas d'inquiétude parce que le chemin est quand même, plus large que ce qu'on croit sur les photos. Ce chemin-là, il a été conçu pour que 2 bœufs qui tractaient, à l'époque, des troncs d'arbres immenses, puissent, descendre. Donc si 2 bœufs côte à côte passent, vous, randonneurs, avec vos bâtons, vous passez, aussi et sans trop d'inquiétude, mais de temps en temps, on regarde et on se dit: «Waouh, c'est incroyable». Il a été complètement creusé à la main dans la falaise au XVIe siècle, pardon, justement pour que ces bœufs puissent passer. Spectaculaire. Donc ça, c'est nos 3 premiers jours dans la vallée d'Aspe avant de rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, donc, c'est une toute petite, petite, petite ville, plutôt touristique, très connue pour le chemin de Compostelle parce que c'est la dernière étape française avant de passer côté espagnol. C'est absolument charmant, c'est très mignon et nous, on prend le temps d'y dormir 2 nuits parce qu'aux alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a des vignobles et donc on va aller déguster les rouléguis et puis selon si vous optez plutôt pour le printemps ou plutôt pour l'automne, ça nous permet en fait de visiter, le vignoble ou les chais là où ils en sont dans leur processus. Donc à l'automne, on sera peut-être pas loin des vendanges ou dans les vendanges. Au printemps, on voit un petit peu plus la maturation, du vin.
C'est l'occasion, Dolce Vita, c'est l'occasion de faire des siestes aussi de temps en temps quand la météo le permet. Dans ce voyage, on passe vraiment d'un petit village à un autre petit village. C'est quand même, bah, les villages basques sont pas très grands. Et entre les villages, on passe par les montagnes avec, donc là, on voit des chevaux. Ici, on est plutôt euh, à l'automne, clairement, avec ces couleurs un petit peu plus orangées. Et donc, vous voyez l'architecture traditionnelle, les façades blanches, les volets rouges ouverts, les toits de tuiles rouges et parfois des colombages. Mais là, on n'en voit pas dans ces photos-là. Puis je vous disais, les randonnées plutôt, enfin, que moi personnellement je trouve assez spectaculaires. Ça, cette photo, elle a été prise là, dans le voyage qui a eu lieu fin septembre, début octobre, donc il y a un mois. Ils y étaient, avec des vautours qui nichent dans ces falaises ici qu'on voit. Si vous êtes partant, on vous fait découvrir aussi les sports locaux. Donc ici, on a la pelote basque. Si vous habitez à Trois-Pistoles, vous connaissez, c'est un fronton qui se joue soit à main nue, soit avec une sorte de raquette en bois. Vous découvrirez ça sur place. Et ensuite, on a aussi une petite euh, découverte de la ville de Bayonne, qui est très jolie et qui nous permet en fait de rejoindre en train la dernière partie du voyage, parce que c'est plus joli en train que par la route. Et ça nous permet donc de rejoindre Saint-Sébastien et la côte littorale en fait. Donc l'océan Atlantique qui part de là et qu'on voit à perte de vue. On y fait deux randonnées, on a le temps de se mettre les pieds dans l'eau éventuellement, et puis c'est très beau. En termes de niveau, je ne vous ai pas encore parlé d'effort vraiment. Il y a 10 journées de marche. C'est quand même un petit défi. En moyenne, ces journées, on met 5-6 heures de marche, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. La plupart des journées, on va dire 90% des journées, vous pouvez les sauter. C'est- Si vous avez envie de prendre congé, c'est possible. Et c'est aussi pour ça que on le classe dans un niveau modéré. Et c'est la même chose pour l'Andalousie dont je vous parle après. Ce sont des vrais voyages de randonnée qui s'adressent à des randonneurs habitués à faire de la randonnée en montagne, plutôt en forme. Euh, à partir de ça, bah, ça reste que on n'est pas vraiment isolé parce que la montagne basque est très habitée au final. Alors on a l'impression d'être dans des paysages très sauvages et on l'est. Mais finalement, il y a une ferme qui est pas si loin. L'hélicoptère peut venir en cas de gros, gros pépins. Donc, toute cette notion-là, pas tant d'isolement, pas d'altitude, la météo qui est plutôt avec nous tout le temps. euh, Puis 5-6 heures de marche, la possibilité de sauter, on ne porte que les affaires, que son sac à dos de jour, là, vous voyez, hein, c'est des petits sacs à dos. Donc avec tout ça, au final, on l'a classé dans nos niveaux modérés, mais ça dépend beaucoup de comment vous avez récupéré du décalage horaire, dans quel état, dans quelle forme vous vous sentez. Certains vont dire, ah, bah, c'était un peu trop facile par rapport à ce que moi je considère comme un niveau modéré, et d'autres vont dire, ah, c'était un peu plus difficile, mais vous voyez que finalement, on arrive à compléter toutes les étapes, puis ça se passe bien. C'est un niveau modéré. Surtout quand on peut se baigner de temps en temps. Une constante dans ces deux voyages, c'est qu'on mange bien, on mange même très très bien, c'est délicieux. Dans la culture basque, et puis je pense que c'est la plus grosse critique qu'on a de nos voyageurs, on mange beaucoup. Les Basques ont bon appétit. Et surtout, on ne peut pas aller dire à un cuisinier basque de réduire les portions, ça serait un peu une offense. Donc, il faut que ça soit généreux. Donc, oui, les assiettes sont grosses, les quantités sont belles, ça fait partie de la culture. Et puis après, c'est très, très varié. Donc, il y a beaucoup de viande, beaucoup de tout ce qui est du porc, mais aussi bon, ben, des viandes de bœuf, poulet, etc. Beaucoup de poissons, parce qu'on est en bord de mer, beaucoup de fromage, que ce soit brebis ou vache ou chèvre, ou des mélanges plus ou moins raffinés, beaucoup de légumes aussi, des fruits, donc il y a vraiment un peu de tout. Il faut juste, nous, savoir bien choisir ce qu'on mange et puis pas forcément trop manger. Ce qu'on fait dans les restos, dans les voyages comme ça, on essaie, alors certaines fois, c'est l'hôtel qui fournit les repas, donc là, le menu est fixe et n'est pas choisi. Il y a d'autres fois, on va au restaurant, ben là, vous pouvez choisir, ou il y a des fois, il y a un menu avec deux, trois choix, puis là, bon, ben voilà. Donc, on essaie de faire en sorte que le service soit pas trop long, donc parfois, ça nous réduit, ça réduit le choix. Et puis, quand on peut avoir de la liberté pour choisir, on choisit. Et ce qui est très beau, c'est que, je vous disais, San Sébastien, c'est la capitale des pinchos.
Les pinchos, c'est ça. Donc ça, c'est clairement, en fait, des tapas, mais la version basque, qui est beaucoup plus évoluée, travaillée, meilleure. Je suis pas très objective, vous le savez. Donc voilà, donc des pinchos. On peut être végétarien au Pays Basque. On trouve des alternatives. C'est quand même pas si mal. Euh, voilà, je voulais mettre ceci. Je vois que j'ai une question. Hélène, bonjour Hélène, qui dit par rapport, donc comparativement aux randonnées de la Crète en Grèce, le niveau de difficulté des randonnées est-il semblable? Le niveau est semblable, mais le terrain est plus facile. Donc ça veut dire que vous vous souvenez, en Crète, les milliards de petites roches partout qui rend la marche un peu moins aisée. C'est pas le cas au Pays Basque. Les sentiers sont bons, donc au final, l'effort est similaire, mais ça, c'est plus fluide de marcher. Voilà, donc pour tous ceux qui sont allés en Crète, ben, vous saurez que effort similaire, ça vous demande la même forme physique, mais au final, vous allez trouver que le sentier, il est plus fluide. Il peut y avoir un petit peu de boue parce que parfois, il pleut. Le Pays Basque est très vert et ce n'est pas pour rien. Il est parfois bien arrosé. On y va à deux périodes. Le début de l'été, parce qu'en été, il y a trop de monde, puis il y a des risques de faire un peu chaud. Donc, on y va pour 2025, les deux premières semaines de juin, et puis on y va fin septembre, début octobre. Juin, c'est les fleurs, l'explosion de fleurs, tout est vert, d'un vert très lumineux. Bon, vous connaissez ça, hein, comme au Québec. Euh, donc, ça, c'est juin. Il y a les cerises qui sont disponibles. En septembre, fin septembre, début octobre, c'est plus vraiment la période des fleurs. Bon, il y en a encore dans les jardins, mais moins sur les arbres. Par contre, c'est là où on ramasse les châtaignes, c'est là où ben, il y a les mûres qui sont dans les mûriers, etc., etc. Donc il y a un peu plus de quoi picorer en randonnée. Moi, j'aime bien ça, picorer. Voilà, par rapport à juin. En gros, c'est ça. C'est un voyage de 14 jours. Donc, je vous disais 10 jours de marche, ce qui représente un petit défi, mais qui sont quand même bien équilibrés. Il faut savoir que la journée la plus exigeante c'est comme la deuxième journée de randonnée. On n'a pas le choix que de la mettre à ce moment-là. Mais bon, on a quand même récupéré un petit peu du décalage horaire. Et puis, c'est tellement beau que ça vaut l'effort. C'était un voyage qui se fait très bien. J'ai oublié de vous dire, j'y pense. Le guide pour ce voyage-là, généralement, donc ce sont pour guider en France, il faut des diplômes spéciaux. Donc, ce sont mes cousins à moi, là, Julie de Caravanier, qui guident ces voyages-là. Généralement, c'est Antion, qui est une perle, là, qui est super gentil, super connaissant et très généreux pour partager ben, tout son savoir et tout ça. Il est vraiment sympa en plus. Donc, c'est Antion qui guide ces deux voyages. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans le Q&R. Moi, je continue à parler. Puis, à la fin, à la toute fin, on pourra reprendre les questions sur le Pays Basque. Puis maintenant, je vous parle de cette porte bleue. Parfois, je parle un peu vite, un peu aussi, parce que ben, j'essaie de tenir ça en une heure, puis qu'en plus, je suis un peu enthousiaste. Donc, cette porte bleue, c'est un peu la porte du paradis. Elle se trouve dans un petit village andalou. C'est le dernier village du bout de la route. C'est un tout petit village, il y a une cinquantaine d'habitants, voire moins. Le véhicule vous laisse à l'entrée du village, à côté de l'église, parce que les ruelles sont trop étroites. Il ne peut pas passer. Puis de là, on marche et on arrive devant cette porte bleue. Donc là, juste de l'autre côté de la photo. Euh, et là, c'est le début de notre voyage en Andalousie. Et on arrive dans notre hébergement où on va y passer 3 nuits, encore une fois. C'est absolument charmant. Encore une fois, on ne cherche pas le luxe, c'est pas notre manière de faire, mais on cherche le charme. Et là, on est à 100% dans quelque chose de très simple, très charmant, très fleuri. Donc en Andalousie, dans ces petits villages blancs d'Andalousie. Mais je reprends les choses à l'envers. Euh, Ici, vous voyez l'Alhambra, qui fait partie de, du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc des merveilles du monde. Nous sommes à Grenade et l'Alhambra a été construite à l'époque où les Maures, Maures, ont envahi toute la péninsule ibérique. Et là, on parle du début du 8e siècle, donc 711. Les Maures, donc, ont
laissé une trace, notamment dans l'architecture. Tous les villages blancs, c'est vraiment la même architecture que vous allez retrouver dans l'Atlas marocain, par exemple. Donc l'architecture qu'on voit dans les villages et dans les villes, c'est vraiment date de cette époque-là. Ce sont des maisons qui sont très anciennes au final et plus ou moins entretenues. Les morts ont tracé aussi tous ces chemins qu'on utilise encore, donc des chemins médiévaux. Et là, derrière, vous voyez, donc derrière l'Alhambra, cette grande montagne tout enneigée, la montagne blanche, c'est le Moulassen. Elle est tout enneigée parce que c'est ce qu'on appelle la Sierra Nevada. Sierra Nevada, deux mots espagnols. Sierra, ça veut dire chaîne de montagne. Nevada, enneigé. Parce que oui, même s'il fait 45 ou 50 degrés l'été, facilement, ben, l'hiver, en fait, il neige et c'est tout blanc et on a une chaîne de montagne enneigée, magnifique. Et nous, notre terrain de jeu pour la randonnée, c'est de l'autre côté par rapport à cette photo-là. Et puis, à la fin de la randonnée, on va à Grenade et on va visiter cette Alhambra, puis on va visiter la ville de Grenoble qui est très agréable. Mais ça, c'est la fin du voyage. Donc, je reviens en arrière, dans le temps. On arrive à Malaga, ici que vous voyez entouré. On est vraiment au sud-sud-sud de l'Espagne. Malaga. De Malaga, on va, vous voyez le petit rond rouge là, qui ici. Ça, ce sont les fameuses montagnes. C'est notre Alpujarra, donc la Sierra Nevada qui est là. Et puis ensuite, bon, ben, on va à Grenade qui est juste à côté. La magie de ce voyage, c'est qu'à partir du moment où on est déposé, vous voyez la porte bleue dont je vous parlais tout à l'heure, à partir du moment où on arrive à la porte bleue, on ne reprend un véhicule que 9 jours plus tard. Et donc, on passe 9 jours à marcher à pied, à se déplacer en allant de village en village, comme on voit là, par ces chemins médiévaux. Et ça permet une expérience incroyable, en fait, une déconnexion par rapport au quotidien qui est, mine de rien, très dans les transports, etc. Là, ça nous force à retrouver une lenteur, et à profiter. Vraiment, c'est une excellente expérience. Si vous l'avez jamais fait, vraiment, c'est quelque chose à vivre, de tout faire à pied pendant 8, 9, 10 jours, c'est merveilleux. Donc, c'est possible sur ce voyage en Andalousie. Vous voyez les sentiers, ils sont bons, donc c'est effort complètement comparable à la crête, mais encore une fois, il n'y a pas tous ces roulis de pierre. Et puis là, vous voyez bien ces villages qui sont accrochés au flanc des montagnes, vraiment, donc c'est jamais plat. Donc ça sera comme au Pays Basque, jamais plat, en montée et en descente tout le long. Donc, petite architecture de l'intérieur des villages, ça c'est derrière notre fameuse porte bleue et le premier hébergement. Ça vous donne un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. On marche 9 jours, on compte en moyenne 5-6 heures de marche par jour. Encore une fois, il y a peut-être 2-3 randonnées un petit peu plus exigeantes, 2-3 randonnées un petit peu plus courtes aussi. Et on peut sauter quasiment toutes les autres journées. Quasiment, pas toutes. Ici, vous voyez là-bas, au loin, la montagne toute blanche, c'est le Moulassen. En fait, là, c'est le premier sommet, mais le vrai sommet, il est un petit peu plus haut, il est un petit peu plus loin, on ne le voit pas sur la photo. Souvenez-vous, je vous avais montré l'Alhambra et derrière, on voyait le Moulassen. Le Moulassen, c'est la montagne la plus haute d'Espagne continentale, c'est-à-dire la plus haute des plus hautes de l'Espagne en général, c'est dans les îles Canaries, c'est le Teide, ça, je vous en parle fin novembre pour ceux qui veulent y assister. Mais sur l'Espagne du continent, là, c'est le Moulassen, on est presque à 3500 mètres à son sommet. On essaie d'y aller parce que bah, c'est super beau. Sauf que pour y aller, il faut dormir au refuge. Je vous en parle un petit peu après. Il faut dormir au refuge. Pour ceux qui veulent pas dormir au refuge ou quand on ne peut pas aller dormir au refuge, on va quand même marcher enfin, sur les crêtes et sur le parc national, donc au-dessus des villages. Et on voit les crêtes enneigées. Ça, c'est vraiment plutôt en avril qu'on va voir les crêtes enneigées, parce que sinon, ça fond dans l'été. Puis à l'automne, c'est un peu moins enneigé. Donc là, c'est plutôt une photo prise en avril. Hem, donc c'est ça. Donc dans tous les cas, on va marcher dans le parc national et avoir ce côté très sauvage, avoir la chance peut-être de voir des bouquetins. C'est un peu comme ils appellent ça des chefs de montagne. Mais alors, n'imaginez pas nos grosses chèvres de montagne, de l'Ouest canadien. C'est plutôt, comme des un peu plus petites chèvres sauvages de montagne. Hem
un peu dodu, mais moins poilu que les nôtres. Et après, on redescend en marché, en bas, plus bas. J'ai perdu le fil. Donc, un exemple de sentier, ça zigzague, ça monte progressivement, ça se fait bien. Là aussi, c'est un voyage qui s'adresse à des gens qui ont l'habitude de faire des randonnées en montagne et qui sont capables, qui ont du plaisir à marcher 5, 6 heures dans la journée et de recommencer le lendemain. Donc, de faire une journée complète, parce que 5, 6 heures de marche, plus les pauses et tout ça, ça fait une journée complète au final, avec le pique-nique. Et donc, de recommencer le lendemain un peu plus dur ou au contraire un peu plus facile. On alterne toujours une randonnée un peu exigeante avec une plus facile pour pouvoir s'en remettre et avoir continué le plaisir. J'en profite. C'est une question d'un spectateur anonyme. Est-ce que nous transportons notre gros bagage? C'est vrai que j'ai pas précisé ça pour, pour le Pays Basque. Non, non, on marche toujours qu'avec les sacs à dos de la journée et les bagages sont transportés d'un endroit à l'autre par, euh, par un transporteur sur place. Donc, on ne prend pas les véhicules pendant tout le voyage, mais on ne transporte pas les gros bagages. Vous avez juste les sacs à dos pour la journée quand même. Donc, je vous disais, là aussi, la douceur de vivre. Donc là, cette fois-là, il faisait tellement doux que le soir, on a pu manger, parce qu'on est quand même un petit peu, c'est vraiment des villages de montagne, donc le soir, ça se rafraîchit pas mal. Là, il faisait doux, on a mangé dehors. Il faut savoir que là, on est dans la rue, mais qui est trop petite pour un véhicule. Donc finalement, on a sorti les tables et puis on a mangé dans la rue. C'est super sympathique. Et hop, que je vous mette. Voilà. Et le pique-nique, c'est le guide qui le prépare. On essaie de varier au plus possible et puis on se met à l'ombre d'un arbre et puis on en profite pour manger les pique-niques. Les pique-niques sont super variés, on se régale. Je vous disais donc le refuge nous donne, il est situé à 2500 mètres d'altitude. Vous voyez ici sur cette photo deux choses à remarquer. Le bouquetin, hein, qui est perché puis qui regarde les randonneurs passer. Puis c'est quand même sauvage, hein. Mais autour du refuge, on a la chance d'en voir. Et donc le fameux refuge. Donc, on a une version qu'on donne uniquement début avril. Pour ceux qui n'ont pas envie de monter au refuge, début avril, c'est la période où c'est le plus enneigé. Ben, on ne dort pas au refuge. On va plutôt, parce que c'est des dortoirs hein, au refuge, et puis il n'y a pas forcément la douche chaude à tous les soirs. Donc, on y passe 2 nuits d'habitude. Donc là, on a fait une variante qui est pas forcément plus facile, au contraire, qui permet de ne pas dormir au refuge. Alors, on va pas aller faire le sommet du Mont la Sène, mais on va aller quand même marcher dans le parc national sur les crêtes et voir donc les très très beaux paysages. Ça, on la donne début avril et un tout petit peu plus tard, fin avril, on a la version avec refuge parce que comme ça, on laisse la neige fondre des sentiers. En septembre, on y va normalement aussi en passant par le refuge. Il se trouve que depuis 1 an et demi, le refuge est fermé pour rénovation et visiblement des rénovations d'envergure parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Là, c'est le deuxième automne fermé. Ils ont fermé en avril 2000, que je ne m'y perde pas, 2023. Donc, pour l'instant, on est bloqué. Donc, depuis ce temps-là, on fait que la version sans refuge. Mais dès que le refuge va réouvrir, on repassera sur cette version avec refuge. 2 nuits en dortoir. Alors là, on ne sait plus, avec tous les travaux qu'ils font, comment vont être les dortoirs. Mais à l'époque, c'était des dortoirs où il y avait entre 8 et 14 lits à peu près. Donc des lits simples comme ça. Des casiers où on pouvait laisser les affaires, même quand on partait en randonnée, on était un peu moins chargé. Et de quoi charger, il y avait de l'eau chaude, plus ou moins chaude, et de quoi charger son cellulaire. C'était assez pratique. C'est sûr que la journée où on montait au refuge, puis la journée où on en redescendait, ces journées-là n'étaient pas optionnelles parce qu'il faut bien atteindre le refuge. Et on était un tout petit peu plus chargé parce qu'on prend de quoi se changer pour le soir, un petit rechange, et son drap d'auberge. Les couvertures sont fournies sur place. Donc, on a peut-être 1,5 kg de plus dans le sac, mais voilà, donc ça à savoir. Donnez-moi une seconde, j'ouvre à mon chien. Voilà, désolée. Donc voilà, le refuge, à partir du moment où il sera disponible, eh ben, ça nous fera plaisir d'y retourner. On y mange super bien, c'est super généreux, c'est vraiment l'ambiance montagne espagnole, très, très spéciale. Nous allons à 2 périodes là encore
à ce voyage. Donc l'été, c'est beaucoup trop chaud. L'hiver, c'est trop enneigé. Donc, on y va au printemps et à l'automne. Donc, on y va avril-mai. C'est l'occasion des fleurs. Donc, je vous ai pas dit, mais en fait, sur toutes ces terrasses, en fait, tous les petits villages sont entourés de terrasses plus ou moins utilisées de nos jours. Et donc, parce que c'était les cultures. Il y a des potagers, il y a des vergers, puis il y avait les cultures pour avoir du blé, du maïs, etc. Et il y a des amandiers, donc il y a des oliviers, il y a des champs d'oliviers, il y a des champs d'amandiers qui, quand ils sont en fleurs, comme ça, là, c'est magnifique. Ça, c'est en avril, avril-mai qu'on voit ça. Donc toutes les fleurs au printemps, et puis c'est là où les crêtes sont encore enneigées, ce qui fait des contrastes vraiment très très beaux. À l'automne, au contraire, on y va donc fin septembre, début octobre. On peut y aller en gros de septembre-octobre, voire même parfois un peu plus tard. Début septembre, il fait un peu chaud. Fin octobre, début novembre, il fait un peu plus frais. Euh, il y a les jolies couleurs de l'automne et il y a aussi, ben, dans les figues, dans les figuiers, pardon, il y a les figues, il y a les mûriers qui donnent leurs mûres, il y a les châtaignes, il y a les noix, etc. Donc, il y a tout le côté nourriture en fait au fur et à mesure des randonnées. Puis c'est là où il va y avoir en fait encore quelques tomates dans les potagers. Donc dans les restaurants, on peut avoir des gazpacho, puis tous les plats qui sont à base de tomates. On mange vraiment, vraiment très bien. Moi, je suis une gourmande. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Andalousie. Donc ce voyage-là, c'est un voyage de 13 jours, ce qui vous laisse le temps, et puis d'ailleurs c'est la même chose pour le Pays Basque, si vous avez la possibilité d'arriver un petit peu en avance, franchement, faites-le, vous récupérez mieux du décalage horaire. Là, vous pouvez visiter Malaga, qu'on ne voit pas du tout dans notre voyage. Pays Basque, vous pouvez visiter Biarritz et Bayonne, qu'on survole à peine, ou aller plus vers les plages un peu au nord. On peut vous donner des conseils, on s'en parle sur ce qu'il faut aller voir si vous êtes là quelques jours plus tôt ou quelques jours plus tard, bien sûr. Niveau, je vous l'ai dit, nous, ce qu'on appelle un niveau modéré, ça va dépendre de vous, mais c'est un niveau modéré pour des randonneurs, euh, printemps-automne, donc avec les dates. Ce voyage-là, on le donne aussi en liberté. En liberté, c'est grosso modo que vous partez. Vous choisissez vos propres dates. Vous montez votre propre groupe, donc des deux personnes. On vous demande deux personnes par sécurité. Mais vous pouvez partir en couple, en duo ou entre amis ou entre familles et être 5, 6, 7, 8 si vous voulez. Là, ça c'est comme vous voulez, mais deux personnes minimum. On s'occupe de toute la logistique. Donc quelqu'un vient vous chercher à l'aéroport, vous amène, vous avez un document, vous avez les traces GPS. Sur le document, c'est écrit, prenez votre pique-nique à tel endroit, vous suivez les tels sentiers. Les sentiers en Espagne, ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Vous avez besoin des traces GPS, donc on vous les fournit. Et puis vraiment, tout s'enchaîne bien, tout est réservé pour vous. Et vous avez toujours un numéro de téléphone d'urgence si jamais il y a quoi que ce soit sur les sentiers ou que, bref, vous avez de la difficulté. C'est avril, mai, septembre, octobre. Donc quand vous avez grosso modo vos dates, vous nous contactez, puis nous on vérifie que ça soit possible. C'est ce qu'on appelle notre voyage en liberté. Il est un tout petit peu plus court que notre voyage guidé. Parce qu'on a enlevé les randonnées qui sont les plus difficiles à s'orienter. Mais si vous voulez qu'on en rajoute des randonnées, bah, ça nous fait plaisir. On s'en parle et on en rajoute. Donc là, vous avez bien compris, hein, liberté, il n'y a pas de guide, c'est vous le guide. Donc il faut être un minimum débrouillard, savoir lire une carte, s'orienter avec un GPS, puis se débrouiller en parlant quelques mots d'espagnol ou de langue commune des signes. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai forcément oublié des choses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le Q&R. Dans tous les cas, cet après-midi, vous pouvez appeler au bureau et parler à Alexandre. Les inscriptions sont ouvertes. Pour l'instant, il y a de la place. On est encore largement bon. Nous, on aime bien voir venir d'avance. Donc, on aime bien que, mettons, d'ici les fêtes de fin d'année, on voit un petit peu et on sait dans quel groupe on va avoir besoin des guides parce qu'on a le calendrier des guides à prévoir. Donc, plus c'est réservé tôt, mieux c'est pour nous. Il nous faut 5 voyageurs pour confirmer les départs, maximum 12 voyageurs dans nos groupes, un guide qui part du Québec pour vous guider sur ces sentiers-là. Sauf pour le Pays Basque où là, Antoine, il est déjà au Pays Basque et il vous attend sur place. Je crois que j'ai parlé vite, donc visiblement, vous n'avez pas de questions. Dans tous les cas, ah oui,
petite précision. Donc, quand vous vous quand vous vous inscrivez, on vous donne une liste d'équipements qui est vraiment très détaillée. Vous pouvez réserver les billets d'avion avec nous ou les réserver de votre côté à vos dates. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas arriver après l'horaire du groupe et de ne pas repartir avant l'horaire du groupe parce que là, ça ne marcherait plus pour les transferts. Euh, mais sinon, c'est ça.